Nous allons laisser la parole, si vous le voulez bien, à Monsieur Christophe Prémat, donc député du Parti Socialiste aussi. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, parce que son agenda aussi étant très chargé, il se doit de nous quitter d'ici une demi-heure ou peut-être un petit peu moins. Donc, suite à l'introduction que vous n'avez pas entendu, vous n'étiez pas là, mais je ne la recommencerai pas si on veut gagner un petit peu de temps. Non, pas de chorus. Vous connaissez nos préoccupations. Quelles sont nos préoccupations? Et si vous voulez bien, on peut vous laisser la parole afin que vous puissiez nous présenter soit vos réflexions, soit... Je pense qu'il fonctionne comme cela. Merci à vous. Merci à vous, merci de votre invitation. D'abord, je vais peut-être dire simplement le lien que j'ai à ce sujet-là, même si je ne suis pas un spécialiste éminent. D'abord, je suis membre, comme Hervé Féron, de la commission d'affaires culturelles. Donc, nous avons eu à examiner justement la transcription de la réglementation européenne qui s'imposait, puisque nous sommes en retard de transcription et, en termes de normes communautaires et sur les questions culturelles aussi. Et le deuxième aspect qui me préoccupe, eu égard à ma circonscription, c'est la question de la francophonie et aussi de la diversité culturelle. Et donc, il est évident que les artistes interprètes, dans ce contexte, sont extrêmement importants pour être des vecteurs aussi de diffusion francophone. Donc, c'est peut-être aussi par ce biais-là que je peux me présenter là-dessus. Alors, ma première réflexion, je ne serai certainement pas aussi technique que mon collègue précédent. C'est quand même des questions très, très denses, très délicates et très pointues et très intéressantes sur le plan des problématiques. J'aurais envie de reprendre un peu le slogan créateurs, interprètes des pays européens, unissez-vous, et de reprendre une analyse assez finalement marxiste de la valeur, puisque c'est une question essentielle. D'abord la valeur de la création, la valeur de la diffusion, et surtout la valeur de l'interprétation. Donc j'ai bien aimé cette relation aussi au jazz, puisque même dans le jazz, il y a aussi la dimension de l'arrangeur qu'on nommait souvent dans la question du rapport de la partition à l'interprétation. Donc ça, c'est une première réflexion. Et moi, mon auteur fétiche là-dessus, qui n'est pas forcément quelqu'un qui a travaillé directement sur les droits d'auteur, mais c'est Cornelius Castoriadis, qui définit finalement la créativité artistique et son prolongement dans l'interprétation, ou alors sa créativité dans l'interprétation, comme étant le moteur essentiel de nos sociétés. Et donc voilà, c'est aussi pour vous dire mon attachement philosophique et politique à cette question, comme vous l'aurez compris. Alors, Hervé Féron, lui, il est revenu davantage sur les propositions du livre blanc, qui permettait aussi aux artistes interprètes de jouer d'un nouveau droit, et surtout sur cette question de la rémunération équitable. Moi, je reviens vraiment plus généralement sur le partage de la valeur, sur la rémunération de la création artistique, et sur aussi la question parfois problématique des plus-values que les fournisseurs d'accès peuvent avoir. Parce que c'est finalement là, quand on parle de partage, et je ne citais pas non plus Marx de manière anodine, je pense qu'il faut comprendre ce que signifie le travail aussi du créateur, de l'interprète, dans toute cette question circulaire. Alors justement, l'analyse des rapports de production, si vous me permettez de continuer avec mon analyse marxiste, et de la valeur travail à la lumière de la création, lorsqu'on regarde l'histoire des technologies, déjà de la musique enregistrée, on retrouve toujours une constante, savoir que l'acteur dominant, celui qui contrôle toute la filière musicale et qui en tire le plus de bénéfices financiers, est profondément réactionnaire et exerce à chaque fois son droit d'interdire. Donc ça, c'est le premier constat. Est-ce que cela peut se comprendre ? Pourquoi est-ce que les éditeurs de partitions auraient sauté à pieds joints, si je puis dire, dans la diffusion des phonogrammes, alors que leur système établi leur était favorable. Donc c'est pareil pour l'industrie, même réflexion pour l'industrie du disque lorsque la radio est arrivée. Donc de par l'organisation de la filière, l'acteur dominant exerce toujours son droit d'interdire et par voie de conséquence retarde les évolutions technologiques, quitte à se faire déborder par la suite, et ce qui finit par poser des problèmes graves de chamboulement de la filière. Donc ça, c'est... Alors, un vrai problème est apparu dès lors qu'on a reconnu des droits de propriété intellectuelle à l'industrie phonographique. Et l'erreur fatale a été commise notamment en 1961 dans la Convention de Rome,
qui a reconnu des droits tant aux artistes, interprètes qu'aux distributeurs. Donc on a pour la première fois, d'ailleurs, en matière de propriété littéraire et artistique, des titulaires de droits qui sont là pour des raisons purement économiques. Donc ils n'apportent pas de contribution personnelle, rien de particulier au titre d'une œuvre ou d'une interprétation. Et d'ailleurs, parmi les ayants droit que vous venez d'évoquer, ce sont les seuls qui ne possèdent pas de droit moral, contrairement aux auteurs et aux artistes interprètes. Donc ça, je pense que c'est déjà à signaler c'est-à-dire qu'ils interviennent sous un angle strictement économique. C'est même, de toute façon, ils sont même devenus des grands industriels dans la façon de gérer les droits. Cette situation, vous l'aurez compris, crée un vrai problème. C'est-à-dire que, autant en France, tout était simple en pratique, jusqu'à ce que la loi du 3 juillet 85 accorde des droits aux producteurs comme aux artistes-interprètes. Et les producteurs n'ont alors eu de cesse de supprimer au maximum les droits reconnus par des contrats de cession de droits globaux, en diminuant le champ d'application des licences, de la rémunération équitable ou de la rémunération pour copie privée. Et on en parlait, je pense que c'est une question qui sera abordée dans le cadre de la mission d'information, donc de la Commission des affaires culturelles, sur cette question de la copie privée. À mon avis, c'est essentiel comme enjeu. Donc une vraie guerre sur ce plan s'est instaurée entre les producteurs et les autres titulaires de droits voisins. Alors moi, j'en viens à une réflexion que vous aviez eue, je crois, donc au sein de l'Aspedidam. Je n'ai pas repris toutes vos propositions, parce que je pense que c'est intéressant aussi qu'on les discute, c'est intéressant qu'on regarde un petit peu le cadre d'analyse qui s'est développé ces dernières années. Et c'est vrai qu'il y a cette question du principe de la licence globale, qui s'est posée il y a quelques années, et puis je sais que l'Aspedidam a d'ailleurs a longtemps milité pour créer ce système-là, qui est d'ailleurs une construction qui repose sur deux niveaux, ayant en commun une gestion collective et obligatoire, donc ce qui n'est pas inconnu du droit français d'ailleurs, cela dit, avec le système adopté en 1995 pour la reprographie, en faisant reposer le poids de la collecte des sommes sur les fournisseurs d'accès à Internet. Ça, je pense que c'est aussi une dimension essentielle à cette problématique. Alors, les deux niveaux se décomposent de la façon suivante. On a une première rémunération forfaitaire qui serait prélevée au titre du téléchargement dit descendant, le downloading, et qui s'apparenterait à la rémunération pour copie privée. Et puis on aurait une seconde rémunération forfaitaire qui serait également prélevée par les fournisseurs d'accès à Internet en contrepartie de l'exercice du droit exclusif exercé sous forme de gestion collective et obligatoire et concernerait essentiellement le téléchargement ascendant. Le uploading, donc downloading, uploading. Donc face au problème du peer-to-peer, cette solution permettrait peut-être de dépasser la simple logique répressive du système mis en place par Adopi et tous les débats qu'on a eus à cette occasion-là, tout en veillant à mieux rétribuer la valeur créative. Parce que c'est là que, quand je dis valeur créative, il y a donc à la fois aussi question, évidemment, création et interprète. Donc cette solution ne concernerait que les échanges entre particuliers de fichiers protégés et à des fins non commerciales. Donc ce sont les fournisseurs d'accès à Internet qui pourraient être chargés de prélever ces sommes. Alors évidemment, pour le moment, les fournisseurs d'accès s'y opposent, parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas gérer une redevance et que si on rajoute des sommes, cela va décourager donc, la liberté des internautes, donc ça va gêner l'essor d'Internet. Ils sont évidemment perplexes aussi sur les conséquences matérielles de pareilles constructions. Et dans la mesure où certains fournisseurs sont beaucoup subventionnés sur les pertes des producteurs et des auteurs-interprètes, je ne suis pas sûr que tous leurs arguments soient recevables. Parce qu'on a quand même atteint aussi un équilibre économique et technologique, et peut-être qu'il serait temps de passer à une nouvelle étape dans cette relation, c'est-à-dire peut-être de responsabilisation aussi des fournisseurs d'accès. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a un droit moral d'un côté et de l'autre non, c'est simplement sur une question d'économique, de distribution, de production, peut-être de repenser d'ailleurs les relations entre tous ces acteurs. Je m'appuyais sur Castoriadis qui définissait, lui, la démocratie économique comme relation producteur et consommateur. Il a tout à fait raison, parce que tous les mots actuels qu'on a, c'est cette séparation radicale qu'on a. Alors là, on n'a pas simplement les producteurs et les consommateurs, on a les créateurs, on a les interprètes, et en plus, on a donc les fournisseurs d'accès, les distributeurs. Et parfois, il y a plusieurs
plusieurs acteurs parmi ces distributeurs et les utilisateurs. Donc là, je pense qu'il y a effectivement une économie au sens, une régulation possible à trouver et intelligente, avec un partage de la valeur. Donc ça me permet de rebondir sur ce que j'annonçais tout à l'heure. Et évidemment, il ne s'agit pas non plus de tout faire porter le chapeau sur les fournisseurs d'accès. Je veux quand même finir sur... mais je pense qu'il faut les responsabiliser davantage à ce qui se passe finalement au bout de la chaîne. Qu'on n'ait pas simplement le primat de la distribution, et puis à côté les droits voisins éventuels en fait, des artistes interprètes, et puis le reste, et puis l'utilisateur qui est aussi dans une zone un peu indéfinie. Je pense que là, il y a une réflexion du coup beaucoup plus politique, une régulation à trouver. Je ne sais pas, par rapport à mon collègue, je ne sais pas si c'est une régulation uniquement nationale, avec, bon, il y a bien sûr l'exception culturelle, mais je pense que la régulation européenne, il ne faudra pas non plus perdre ce combat-là. D'abord parce qu'il y a quand même des failles, il y a quand même des possibilités, des brèches, pour reprendre aussi encore un thème à Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. Vous voyez que mon registre est assez orienté, mais je pense qu'il y a un vrai combat, et moi il me semble aussi qu'au-delà de cette question des interprètes, il y a une idée finalement que je trouve toujours très très intéressante à la limite dans le programme socialiste, si vous permettez de revenir en deux mots à la politique, qui était cette idée de juste échange. Et bien justement, le juste échange, c'est pas le libre échange, c'est pas une déréglementation au profit des distributeurs. C'est une façon aussi de trouver une régulation intelligente. Ça suppose d'être serré, ça suppose d'être assez aussi conscient en fait des différents enjeux qui se posent. Mais bon, là, je suis à votre disponibilité alors pas forcément pour répondre sur toutes les questions techniques, mais pour réfléchir ensemble et associer les différents acteurs qui nous permettraient, nous, lors de l'examen en séance publique, alors je ne sais pas si dans le cadre de cette loi d'avril qui est annoncée, ça se posera forcément là, ou ça peut se poser aussi du point de vue législateur au niveau d'un projet de loi de finances. En tout cas, comptez sur moi pour porter ce message, parce qu'à mon avis, il est essentiel. Surtout à l'heure actuelle, on parle quand même du tout numérique, d'une régulation par le numérique. Je pense qu'on est en train d'arriver justement à cette notion, et dans les droits numériques, c'est dans différents sens. Donc je vous remercie de votre écoute, et puis voilà. Merci beaucoup. Avant que, pareil, peut-être que vous nous quittiez, est-ce que il y aurait une intervention, peut-être? Juste un échange, pas de torture. Oui, sans vous retenir, vous disiez tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'on répète inlassablement depuis des années, qu'il y a une anomalie dont on doit assumer les conséquences, à avoir comme titulaire de droits voisins des industriels, si on pense aux majors, qui sont les producteurs. C'est effectivement une reconnaissance de droits de propriété intellectuelle qui, normalement, sont des attributs de la création, à un acteur économique qui est uniquement un investisseur, j'avais coutume de dire que sa création, c'était une galette en plastique, au temps du CD. Et effectivement, si on compare avec l'auteur et l'artiste-interprète, il y a un indice qui le montre dans l'absence du droit moral. Mais comment rééquilibrer ça aujourd'hui ? Parce que, et là je parle de philosophie générale des droits, sur le plan technique, on a nos solutions, il y a des solutions, mais sur le plan du principe même de la propriété intellectuelle, cet état de choses, cette reconnaissance qui a eu lieu en 1961, elle a été confirmée dans une convention de 71, dans un traité de 96, dans une directive de 92, puis de 2001. Il y a toute une construction juridique qui s'est faite sur le plan européen, international, et également sur le plan national, qui fait que les producteurs de phonogrammes, qu'on le veuille ou non, sont titulaires de droits voisins. Alors bon, il peut y avoir des pistes, peut-être créer un système de priorité, de respect des droits des uns qui seront la condition du respect des droits des autres. Est-ce que vous avez des idées sur ce plan ? Vu un peu de l'extérieur, parce que nous, à force d'avoir les mains dans le cambouis, on connaît l'intégralité du moteur, mais on n'a pas toujours une vision d'ensemble. Non, je comprends. Alors, je pense que là, quand on parle de cette question des droits moraux, effectivement, ça crée déjà une inégalité de fait. Il ne s'agit pas d'opposer, parce qu'on a besoin aussi de producteurs, parce qu'on parle du support, en fait, tout simplement. On parle du support du média au sens général. Donc, mais ils ont d'autres outils. Les producteurs, en tant que fabricants, il a d'autres outils de droit pour se protéger. Il a le droit de la concurrence, il a la responsabilité, il a d'autres moyens juridiques de se protéger. Alors, c'est compliqué de leur enlever finalement ce droit. C'est toujours difficile par rapport à ça. Ouais, c'est impossible, on va dire. Enfin, bon, ça dépend si on est
sur une lutte acharnée. Voilà, exactement. Donc, bon, je sais pas. Après, voilà, donc c'est pas impossible. Sauf qu'il faut les rassocier peut-être au circuit de la valeur, au circuit du partage de la valeur. C'est vrai qu'eux, il y a la dimension économique qui fait aussi que dans le choix des interprétations. Et c'est pour ça que moi, le regard extérieur que j'ai aussi, parce que si vous voulez, par rapport à ces questions sur lesquelles vous travaillez, et que, encore une fois, avec beaucoup de précision et beaucoup plus que je ne le fais actuellement, moi je suis venu sur cette question-là à partir de la question de la diversité des talents francophones aussi. Et actuellement, ce que nous disent des gens à radio, c'est que, parce que c'est un effet aussi quand même, à la fois sur l'interprétation, à la fois sur le choix des créations, c'est qu'on montre, on montre on prend 10 morceaux et qu'en fait, voilà, il y a une espèce de, on passe en boucle en fait ces morceaux-là. Donc je pense que peut-être aussi par rapport à la diffusion, je pense qu'il faut avancer sur plusieurs fronts, parce que sur le côté technique juridique, on va être très vite limité. Et je pense qu'essayer de voir en termes de diffusion si on peut associer à la fois les producteurs à la chaîne de la valeur et la chaîne à distribution, ça pourrait être intéressant. C'est un peu le problème dans nos sociétés, c'est que voilà, on a tellement le schéma politique public qu'on oublie finalement de penser autrement les choses. C'est-à-dire qu'on se dit voilà, il y a un problème avec les retraites, c'est au niveau des retraités. On voit pas que c'est parce qu'on pourrait très bien régler le problème de retraite à partir de la jeunesse. Donc vous voyez, on peut intervertir les problèmes de cette façon-là et exactement envisager le plan peut-être du partage de la valeur avec les distributeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de l'envisager finalement à partir peut-être de la diffusion ou d'essayer d'y revenir progressivement, hein, peut-être pas pas les prendre de front non plus. Puis après, il y a aussi différentes configurations, hein, bien sûr, dans les fournisseurs Internet. Puis il y a des liens aussi de dépendance dans les fournisseurs par rapport aussi aux plateformes d'outsourcing, etc. Donc je crois qu'il faut... oui, voilà, il faut essayer de revenir là. Est-ce que après, comme vous dites, ils peuvent se protéger sur plusieurs aspects, hein, avec le code de la concurrence et... alors ça pourrait être un argument pour essayer peut-être moi je pense que la licence globale, c'est pas une piste à négliger dans cette affaire. Il faut y revenir dessus parce qu'elle a le mérite, si on agit par ruse, enfin de manière correcte. Je ne veux pas non plus que vous sortiez de l'échange avec l'idée d'un révolutionnaire, commission d'affaires culturelles. C'est pas du tout mon propos, mais je pense que voilà, il faut envisager une espèce de ruse, et la licence globale, ça permet d'inclure différentes questions techniques et de s'y retrouver, que le distributeur s'y retrouve peut-être dans justement l'économie de la valeur qui est recherchée pour qu'il y ait un partage et qu'il y ait une prise en compte aussi de l'interprétation, et aussi que du point de vue du distributeur, il y ait davantage d'intelligence sur l'ensemble du circuit, peut-être pour imaginer, pour participer d'une autre façon finalement non pas en tant que support, mais à la diffusion aussi de la création. Donc peut-être l'associer davantage. Je pense que si on s'oppose comme ça, on se crée très vite un tunnel, et on sera dans le labyrinthe, dans les carrefours du labyrinthe, comme dirait Castoriadis. D'accord, pas d'autres échanges pour l'instant. Là encore, je pense que nous sommes dans le timing, bon tempo. Ça va, ouais. Ça va. Chorus, on revient. Ouais. Est-ce qu'il y aurait éventuellement donc des questions à ce niveau-là? Pas. Bon, tout va bien. En tous les cas, merci beaucoup à Monsieur Christophe Prémat, donc député PS, qui nous a fait part un petit peu de ses réflexions. Bien sûr qu'on va rester en contact avec vous, si vous le permettez, parce qu'en plus, il y a des choses que vous avez dit qui sont non seulement très intéressantes, mais aussi qui nous vont droit au cœur, s'agissant des droits des artistes-interprètes, le mécanisme de licence globale, pourquoi pas. Enfin là, bien sûr, on est plutôt sur les actes qui, pour l'instant, sont illicites. On n'est pas dans les actes commerciaux, mais ça nous va droit au cœur. Simplement, alors, il faut être, on va dire, judicieux. Si je comprends bien, il faut être assez rusé. D'accord, ça, on l'a bien compris. Écoutez, merci 1000 fois à vous.